C'est le challenge, remarquez, tes slides passent super vite. Bonjour à tous. Wow, ok, je vais parler de plus loin. Donc on est très content d'être là aujourd'hui. Avant même de commencer, je voudrais quand même féliciter Marwan et son épouse qui ont eu leur deuxième enfant cette nuit. Donc malheureusement, Marwan est coincé avec moi. Il n'a pas pu rentrer plus tôt. Et donc transition, on va donc aujourd'hui essayer de vous parler de Neo4j au travers d'un petit projet, donc en utilisant de l'open data, donc des référentiels de données publiques, et vraiment de l'idée du projet jusqu'au déploiement final. On y a passé à peu près 2-3 semaines de développement, donc c'est plus ou moins une rétrospective technique de comment on s'y est pris pour arriver à un produit final. Donc notre projet fictif, on va travailler avec un client qui est journaliste dans une petite publication indépendante, donc une société de quelques journalistes. Il est spécialisé dans les scandales sanitaires et ils sont tellement bons sur leurs enquêtes qu'ils ont été nominés cette année au prix Pulitzer. Donc voilà un petit peu la persona de notre projet. Donc ce client est venu vers nous et notamment dans les exemples de scandales sanitaires qu'on connaît, le plus connu en France notamment c'était le scandale autour du Mediator. Donc c'était un médicament qui était utilisé à tort comme une aide sur les régimes, etc. Et ce qui a en fait entraîné de graves conséquences sanitaires sur les patients à qui on a prescrit ce genre de choses. On a eu aussi, donc là c'est pas des médicaments, c'est des dispositifs médicaux, donc l'affaire des prothèses PIP qui ont entraîné certains cancers. Et on entend régulièrement, au fur et à mesure des années, différents scandales autour de mauvais usage des médicaments, mauvaises prescriptions, etc. Donc le client est venu vers nous parce qu'il connaissait un petit peu notre façon de travailler. Notre façon de travailler, c'est quoi? On va effectivement écouter leurs problèmes. On commence d'abord très large. On dit ok, on a un certain nombre d'hypothèses, on essaie de formuler le plus d'hypothèses possible, donc ça c'est la phase de découverte. Puis ensuite, essayer de se focaliser sur les quelques problèmes actionnables. À partir de là, on va commencer à penser non plus en termes de problèmes et de périmètres, mais en termes de solutions à ces problèmes. Donc pareil, on va commencer très large. Quelles sont toutes les solutions possibles et imaginables pour ce genre de problème? Et ensuite commencer à prioriser, se focaliser sur les solutions réalisables en termes de temps, en termes de budget, etc. Et on va commencer le développement. Donc c'est en suivant cette méthodologie-là, tout en découvrant les problèmes, en étant centré sur l'utilisateur, qu'on s'y est pris. Donc encore une fois, c'est un projet fictif, donc c'est des interviews utilisateurs fictives, etc. Mais on a essayé un petit peu de reproduire cette façon de faire. Donc il se trouve que via tous ces ateliers de priorisation, de découverte, de brainstorming, etc., on s'est rendu compte que le problème principal pour notre journaliste d'investigation, c'est de très rapidement trouver des personnes à interviewer pour ces articles d'investigation. Quand on parle d'interlocuteurs potentiels, ça peut être les dirigeants des laboratoires pharmaceutiques qui commercialisent le médicament. Par exemple, dans l'exemple du Mediator, ça peut être essayer de parler à quelqu'un dans le laboratoire Servier. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'interviewer les médecins qui ont potentiellement prescrit le médicament à tort ou pas, et éventuellement aussi parler aux patients, parce que les premiers qui en souffrent évidemment c'est les patients, et ça peut arriver des années avant que le scandale soit connu du public. Donc il y a vraiment tout un tas de possibilités. Donc voilà, on est vraiment focalisé sur trouver les personnes qui peuvent appartenir au réseau du médicament au cœur du scandale, ou du scandale apparaître. Donc encore une fois, un petit flash forward, donc on avance un peu dans le temps. Donc on a commencé à avoir un premier backlog priorisé. Donc on va commencer de façon simple. Déjà, trouver l'adresse d'un laboratoire. Donc ça, en l'occurrence, c'est pas forcément très compliqué. Il faut juste trouver un référentiel de données avec les laboratoires pharmaceutiques. À partir de là, trouver donc, le lien entre les médicaments et les laboratoires. Donc encore une fois, pas forcément encore trop compliqué en termes de modélisation. Là où ça devient intéressant, c'est essayer de trouver le lien entre les médecins et ces laboratoires. Donc ça, on vous expliquera comment par la suite. Et potentiellement commencer à voir, en termes de dons, donc de lobbying, entre guillemets, de dons des laboratoires faits aux médecins. C'est des pratiques très courantes qui vont ils vont payer un restaurant, ils vont vous payer le péage à l'autoroute ou je ne sais quoi. Et voir un petit peu ce jeu d'influence, essayer de le modéliser et comprendre pourquoi certains médecins ont peut-être été amenés à prescrire des médicaments dans un usage autre que l'usage premier. Etc., etc. Donc bien sûr, le backlog en général, il y a beaucoup plus de user story. Là, on est encore une fois sur un temps de 2 à 3 semaines. Donc, on s'est focalisé que sur les premières.
Et donc je vais laisser la parole à Marwan qui va nous parler un peu de la première user story. Donc bonjour et merci. Félicité. Du coup, on s'est demandé en fait comment on pourrait faire, par exemple, pour trouver l'adresse d'un laboratoire. On a essayé de chercher en fait des sources de données et comme par hasard, on a trouvé Etalab. C'est l'open data en fait en France. Je pense qu'il y en a aussi au Maroc. Etalab, c'est une entité en fait du secteur public qui s'occupe à produire en fait des données et à les exporter dans des formats bien organisés. Bon là, c'est du CSV quoi. Donc en allant sur le site d'Etalab, on a trouvé un jeu de données qui répertorie les sociétés, enfin les entreprises du secteur du médicament et tous les avantages aux conventions qui ont signé avec des professionnels de santé. Comme il a dit Florent, telle entreprise a donné tant d'argent à tel médecin et lui a payé un repas ou du transport ou l'autoroute, etc. Et ça c'est obligatoire dans le sens en fait où lorsque un nouveau médicament veut sortir dans le marché, il y a l'obligation de passer par la HAS, la Haute Autorité de Santé, et qui devrait voter la mise en marché ou non du médicament. Donc si jamais il y a un médecin qui est corrompu dans l'Assemblée, il pourrait dire « Ok, c'est très bien, ce médicament, il est très bien, etc. Par contre, il a été bien payé par telle entreprise pour dire que c'est le cas. » Du coup, c'est une obligation de faire ces déclarations-là pour avoir une transparence sur la mise en marché des médicaments. Et en gros, si on regarde l'ensemble des fichiers qu'il y a les déclarations d'avantages, les conventions, les rémunérations. C'est relatif même aux entreprises, même les entreprises entre elles, etc. Et un fichier répertoriant toutes les entreprises du secteur du médicament. Quand vous ouvrez en fait les fichiers de synthèse, ça vous dit telle colonne, ça correspond à tel truc, etc. En gros, ça c'est un aperçu d'un fichier, celui des entreprises, qui est très lisible. Si on zoome un petit peu dessus, on va voir que c'est un fichier CSV tout bête, qui contient un identifiant, qui va identifier une entreprise, le pays de cette entreprise-là, son code, le secteur dans lequel elle pratique, genre dispositifs médicaux, etc., la ville, l'adresse, etc. Donc c'est un fichier qui est fourni de ce format-là que vous devrez traiter après. Donc bien sûr, on parle de Neo4j, on aime bien ça. Alors on modélise nos données en tant que graphe. Donc par exemple, c'est une entreprise appartient à un secteur d'activité, cette entreprise est localisée à telle adresse, cette adresse est dans telle ville et telle ville est dans tel pays. Je trouve que le modèle en graphe, il est parlant. Vous ne trouvez pas? Ok, on verra bien. Mais par contre, en fait, notre client, il se demande parce qu'il a un TECOS, un CTO chez lui qui fait tout, et il pose la question, c'est pourquoi ne pas utiliser Oracle? D'où c'est? Parce que c'est ce qu'on utilise tout le temps, quoi. On lui répond parce que en fait, le modèle qui est là, il n'est pas très parlant à des gens qui ne sont pas très dans le domaine technique. Y a-t-il des gens qui ne sont pas développeurs, DBA, peu importe? Ok. Donc là, on a une notion de notre domaine fonctionnel, c'est une personne appartient à un groupe. Est-ce que vous voyez en fait à quoi servirait si je vous dis ça, c'est l'ensemble des personnes, ça c'est l'ensemble des groupes, et en milieu c'est quoi? Voilà. Techniquement parlant, dans le monde SQL, c'est une table d'association qui permettrait à une personne d'appartenir à plusieurs groupes ou à un groupe à avoir plusieurs personnes. Dans la vraie vie, en fait, on pourrait modéliser une personne comme un nœud du graphe, le groupe comme un autre nœud, et la relation n'est rien d'autre qu'une vraie relation, en vrai sens du terme, quoi. C'est-à-dire que ce modèle-là, il est beaucoup plus naturel que ce modèle-là. Là, on essaie d'introduire des cubes dans des cercles, mais on s'y fait, on trouve que c'est normal parce qu'on le fait depuis toujours, mais ce n'est pas le cas en fait. Par contre, ce même CTO-là, il dit que en fait, Neo4j, elle va disparaître dans 2-3 ans, quoi. Et c'est pas une entreprise avec un avenir, donc je voudrais pas franchir le pas. On lui dit non, Neo4j, l'entreprise existe depuis très longtemps. Okay. Il avait commencé en 2000 à faire la première implémentation suite à des problèmes de performance sur les bases de données relationnelles sur lesquelles il travaillait. Et maintenant, on voit en 2017 qu'ils sont en Neo4j 3.3 et avec plein de fonctionnalités. Et même nous qui parlons dessus en 2017, quoi.
Et du coup, il se demande aussi pourquoi Neo4j et pas une autre base en graphe, parce qu'il y en a d'autres bases en graphe, mais Florent va vous expliquer pourquoi. Bah, je vais essayer en tout cas. Ce qui est intéressant avec Neo4j, c'est le concept de base native. Donc ce que ça veut dire, c'est que ce que vous allez requêter, c'est en fait, c'est très proche de la façon dont c'est persisté. Il y a beaucoup de bases de données aujourd'hui qui, alors certaines prétendent, je ne vais pas donner de nom, être multimodèles. Ils savent faire du document, ils savent faire du graphe, ils savent faire du clé-valeur, ils savent tout faire. Donc oui, effectivement, ils ont, en termes d'API, ils ont des opérations qui vont s'exprimer en tant que graphe, en tant que document, etc. En termes de persistance, ce n'est pas forcément le cas. Donc l'originalité de Neo4j, ce qui fait principalement sa force aussi, c'est que même sur le disque, tout est organisé de façon à ce que les données proches dans le graphe soient colocalisées. Donc si on prend un exemple d'un graphe très simple, donc on a 3 nœuds. Chaque nœud a 0 à n labels, donc vous voyez les petits encarts au-dessus de chaque nœud. Donc on a un nœud de label conférence. Alors attends, un label conférence ici. Un label personne, un label speaker, donc pour un nœud dont les propriétés sont Marwan, qui a 30 ans et qui chose du 42, pourquoi pas. Hein. Et une autre personne qui s'appelle Hanae, qui est organisatrice. Donc aussi ce qui est important à voir, c'est que bien qu'ils partagent le même label personne, ils n'ont pas nécessairement le même ensemble de propriétés. Il n'y a pas de notion de schéma au sens strict du terme, comme dans les bases de données relationnelles. Et donc on a ce simple graphe avec 3 nœuds et qui sont reliés par des relations orientées. Donc chaque relation a un type. Donc ici on voit par exemple que Hanae a envoyé un email à Marwan. Donc ça va matérialisé par une relation orientée de type emailed. De la même façon, Marwan participe à la conférence des Vox, donc ça va se matérialiser par une relation de type attends, donc participe. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que les relations, tout comme les nœuds, peuvent porter des propriétés. Donc là, Marwan, il se trouve qu'il participe à Devoxx Maroc depuis 2015. Et encore une fois, il n'y a pas de notion de schéma. Donc là, vous voyez qu'on a deux relations de même type. Et une porte des propriétés, l'autre n'en porte pas. On n'y a pas obligation d'avoir le même ensemble de propriétés par type de relation ou par label de nœud. Donc ce qui est intéressant ensuite, si on regarde un peu plus sur disque, donc là c'est là où le dessin commence à devenir un petit peu Flying Spaghetti Monster, un petit peu moche. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque nœud, donc il y a une liste chaînée de propriétés, donc chaque nœud connaît sa première propriété, la première connaît la deuxième, etc., etc. De la même façon pour les relations. Pour les labels, c'est pareil, c'est une liste chaînée de relations. Et le plus intéressant, c'est ce qui se passe au niveau des relations en fait, en tant que telles. Et donc, si on regarde en particulier la relation entre Marwan et Devoxx Maroc, c'est que chaque relation, donc évidemment, connaît son nœud de départ et son nœud d'arrivée. Et en plus, il se trouve qu'elle va connaître le nœud, la relation précédente de son nœud de départ, la relation suivante du nœud de départ. Donc là, dans le graphe présent, il se trouve que Marwan a une relation précédente au sens ordre d'insertion, hein, donc au sens chronologique du terme. Et donc on va pointer, on aura un lien réel entre la deuxième relation et la première. Bon, il se trouve que Marwan n'a pas de troisième relation, donc il n'y a pas de suivant. Et de la même façon, cette relation attends ici va pointer sur la relation précédente du nœud de fin, donc là il se trouve que ce nœud de fin n'en a pas, et la relation suivante. Du coup, via ce jeu de double liste chaînée de relations, il se trouve qu'à partir de n'importe quel point du graphe, vous pouvez retrouver vos voisins très facilement, puisque tout est colocalisé. Quand je parle de double liste chaînée, globalement c'est plus ou moins comme ça que c'est implémenté sur la persistance de Neo4j, dès le disque, pas juste en termes de... Neo4j ne va pas seulement exposer des opérations de graphe, il va faire en sorte de colocaliser les éléments proches dans le graphe sur le disque. Et donc, en termes un peu plus pompeux, on peut parler d'index-free adjacency, c'est-à-dire que pour connaître ses voisins, si on repense à l'exemple des personnes et des groupes, dans le monde relationnel, on a besoin d'une table d'association, éventuellement poser des index dessus pour trouver les données proches plus rapidement. Dans le cas présent, on n'a pas besoin. Naturellement, en fait, c'est fait en sorte que mes voisins sont colocalisés proches de moi-même. Donc, du coup, notre CTO est content, c'est bon, on a réussi à le convaincre. Neo4j, ça peut être une bonne solution pour lui. Et donc, si on en revient à l'import, maintenant qu'on a convaincu notre CTO et qu'on a son feu vert, on va regarder les différentes options possibles. Du coup,
Neo4j, par défaut, vous offre plusieurs options pour importer vos données. D'accord? C'est soit un truc super simple qui est load CSV. Vu que vous avez un fichier CSV, vous le mettez dans votre espace de travail, ça c'est à bien noter. Et puis vous utilisez les fonctions genre load CSV, il vous récupère ligne par ligne et vous commencez à écrire vos requêtes. Vous avez du unwin dans Cypher. Okay. Le Cypher, on va y revenir, c'est le langage de requêtage de Neo4j. Ou sinon, utiliser des ETL. La dernière fois, on avait utilisé, comment il s'appelait? Talend. Voilà. Ou sinon, Epoch, c'est un ensemble de procédures ou de fonctions qui sont fournies avec Neo4j pour ajouter des fonctionnalités hors les fonctionnalités officielles. Ou en Cypher Shell qui commence à être un petit peu démodé, quoi. Du coup, si on fait un petit crash course en fait, vite fait de Cypher, histoire de ne pas être dépaysé par la suite. Donc ça, en gros, Cypher, comment il a émergé déjà, c'est suite aux discussions des consultants Neo4j, quand ils étaient chez leurs clients, ils voulaient parler de tel graphe ou tel graphe, ben, ils n'avaient que le clavier pour dessiner. Du coup, en fait, pour dessiner un cercle, un nœud, c'était deux parenthèses. Et donc, si vous fermez bien les yeux comme ça, vous allez voir que les deux parenthèses forment bien un cercle. Et là, ça marche très bien. Pour une relation qui porte une étiquette, un type, alors c'est une tirée de 6, avec 2 points et le type de relation. Elle peut être orientée ou pas. Donc, un label, en fait, c'est l'étiquette qu'on va porter sur un nœud. D'accord ? Il peut avoir plusieurs labels. Et ce n'est pas des types, parce qu'il faut bien garder ça en tête. Et il peut avoir plusieurs propriétés. Les propriétés, c'est comme du JSON. En fait. C'est clé-valeur, clé-valeur, clé-valeur entre les accolades. Donc ça, c'est un nœud qui porte le label avec des propriétés. Et du coup si jamais on merge tout ça et on crée un petit graphe très minimaliste qui est un nœud person attends a conference. Si on veut l'écrire en Cypher, ça sera ça. Ce sera person, flèche, conférence avec des propriétés. C'est bon pour ça? Du coup, comment on requête avec Cypher sur Neo4j? En gros, tout est pattern. En fait, on décrit des patterns, comme on a vu avant, et on demande à Neo4j de nous trouver ces patterns-là dans le graphe. Okay? Donc, supposons qu'on veut retrouver ce pattern-là, c'est-à-dire le nœud rouge qui est lié au nœud vert et jaune, et le vert qui est lié au jaune. Donc, Neo4j, il va savoir en fait scanner le graphe pour trouver le meilleur point de départ. Vu que le nœud rouge ici, il y a 2 relations qui sortent, etc., bah, il va trouver directement les nœuds rouges. Okay? Ensuite, ce qu'il va faire, bah, il va trouver le deuxième pattern qu'on cherche, c'est que 2 relations sortantes depuis le nœud rouge. Là, il les trouve. Et ensuite, il va trouver le reste du pattern qu'on essaie de matcher. Et comme vous voyez bien, bah, le nœud rouge ici, ou bien le nœud vert, il est lié à un autre nœud jaune. Par contre, en fait, la relation, elle dit que bah, il ne va pas le matcher, quoi. Donc, il le fait très très bien. Et vous n'avez besoin que de décrire vos relations. D'où le point de départ, en fait, qui devrait bien être choisi pour vos requêtes pour qu'elles soient beaucoup plus performantes. Du coup, si on regarde comment s'écrivent des requêtes en lecture sur Cypher, donc vous décrivez une cloche. Vous voulez matcher des nœuds avec potentiellement un optional match, on y reviendra, et avec des options. Donc, supposons qu'on veut faire un match d'une conférence et on retourne le nœud conférence. Là, elle va trouver tous les nœuds de la belle conférence et elle va les retourner. C'est tout. Là, on veut être beaucoup plus précis. On dit match les nœuds conférence dans la propriété exacte. Là, c'est bien exact, il n'y a pas de fuzzy ni rien, qui est Devox Morocco, et on retourne ces nœuds-là. Donc ça va beaucoup plus filtrer. On filtre sur les propriétés. Et là, si on ne veut pas filtrer en exact, en match exact, ben on fait un match de conf, where, et on filtre avec le name, parce que c'était ça, notre propriété. Where name ends with Morocco, et on retourne ce nœud-là. Et du coup, là aussi, on veut matcher tous les nœuds speaker, okay, avec un optional match. C'est quoi l'optional match? C'est-à-dire que si ce speaker-là n'a pas parlé dans une conférence, ben on veut quand même le retourner. Okay? Do
Et on filtre en fait sur ceux qui ont potentiellement matché, ils ont parlé dans des conférences, que ce soit des Vox. Et on retourne ces speakers-là. On fait la question ici? Ok. Alors, là, Michael, il a offert un bouquin pour celui qui va répondre à la question, genre nous dire qu'est-ce qui sortirait de cette requête-là. Il y a un bouquin à gagner. Et vous avez 1 minute. Voilà. Sans pression. Celui qui veut répondre, il lève la main, il répond directement. Et celui qui se trompe, il nous donne un bouquin. Allez, 50 secondes. En fait, il faudrait commencer à la lire naturellement. Commencez à la lire naturellement et vous allez voir qu'est-ce que ça va retourner. Il joue pas. Allez, on va même accepter les réponses approximatives, parce qu'on n'a pas forcément introduit ce que fait count ou collect, mais une phrase approximative du but de cette requête. Commencez par celle-là. Allez-y. Sélectionner un joueur Ouais. qui appartient, qui joue dans un jeu. Ok. et le nombre de jeux dans lesquels il a joué est supérieur à 100. Ouais. Et l'un de ses teammates s'appelle Haji. Bravo. Félicitations, bravo. Bravo. Donc si on regarde la requête par en haut, on va dire, on cherche tous les joueurs qui ont joué à des jeux. Ok. Donc là, on a récupéré le G et le P1. C'est juste pour nommer nos nœuds qu'on voudrait traiter par la suite. Si jamais on ne veut pas les nommer, en fait, on ne met pas le petit G ici à côté. Donc on met juste le label et ça marche. Ce joueur-là devrait être dans la même équipe qu'un autre joueur. Ok. Et ce joueur-là, ça devrait être Haji, il devrait jouer plus que ça. Donc si on va sur tout ce qui est écriture, ici pour créer un nœud, c'est juste un create, le nœud, avec des propriétés potentiellement directement à la création. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne un nœud, d'accord, conférence, et on sélectionne le speaker. Et ce qu'on fait ici, c'est on crée juste la relation entre ces deux nœuds-là. Pourquoi on fait ça? Parce que si ça n'existait pas avant, c'est-à-dire si jamais il ne trouve pas le C ou le S, il ne va pas créer la relation. Mais si on met directement un merge avec le C conférence, loves, speaker loves conférence, il va, en fait, s'il ne matche pas un des deux, il va tout créer en fait. Donc on se retrouve avec des doublons. Voilà. Là, on va juste matcher le nœud speaker dont le nom est Michael et on va supprimer le surnom, quoi. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va matcher le speaker dont le nom est Michael et on va faire un détache delete S. Ça veut dire que toutes les relations ou les nœuds qui sont en relation avec le speaker Michael vont disparaître. C'est-à-dire on va supprimer. Voilà. Et là, qui pourrait dire ce que fait cette requête-là? Il va rien gagner par contre. Ouais. Il va gagner notre estime. Il y a des stickers là-bas, mais Ouais, vas-y. Ça efface tout. Exactement. T'as gagné un sticker. Merci. Donc maintenant qu'on s'est auto-formé à Cypher, en plus c'était super facile, c'est tellement intuitif, qu'on est parti sur, comme on fait d'habitude, hein, nous on fait du TDD, donc on veut vraiment implémenter notre import petit à petit. Donc pour ça on a besoin de deux choses principalement. Alors désolé pour ceux qui n'aiment pas Maven, hein, je vais vous imposer un peu de XML. Donc on a besoin notamment du driver Bolt. Donc Bolt c'est un protocole binaire qui permet de parler avec des instances de Neo4j distantes. Et ce qui est intéressant, c'est que Neo4j livre aussi une dépendance de test, Neo4j Harness. Ça va vous permettre de démarrer un serveur local juste pour vos tests et pouvoir requêter, insérer des données, etc. etc. Donc voilà au minimum ce qu'il nous faut pour parler avec Neo4j. Donc nos tests, grosso modo, ils vont toujours ressembler à ça. Alors c'est écrit en Kotlin parce qu'on aime bien le Kotlin, hein, mais ça ressemble grosso modo à du Java. Donc on a notre rule JUnit. Donc qui ne connaît pas les rules de JUnit? Moi j'ai lève la main, mais ok. Donc l'idée des rules de JUnit, donc JUnit, il y a tout un cycle de vie. JUnit, c'est un framework qui permet de définir des tests unitaires.
Et potentiellement, on peut s'accrocher et dire avant que chacun de mes tests s'exécute, je veux faire ça, voire avant que tous mes tests s'exécutent, je veux faire ça. Donc ça, il y a des add before all aussi, je crois. Et il y a une autre façon de faire qui s'appelle des rules, donc des règles JUnit qui vont s'exécuter automatiquement. Donc dans le cas, ça veut dire qu'avant chaque test, cette petite rule qui est fournie par Neo4j Harness ici, va nous démarrer un Neo4j juste pour notre test, donc une base de données vide à chaque fois. Et donc notre test à chaque fois, qu'est-ce qu'il va faire? Donc la classe qu'on teste va se connecter via l'URI Bolt qui est fourni par la règle ici. On va importer un dataset et on va faire quelques requêtes de vérification pour vérifier que l'import s'est bien passé. Grosso modo, tous nos tests vont ressembler à ça. Donc là, l'idée maintenant, c'est d'y aller progressivement. Donc pour ça, on a besoin de data. Donc on va peut-être pas prendre 60 000 lignes juste pour nos tests. On va rester sur un dataset assez réduit. Comme ça, on peut avoir des assertions bien précises et vérifier exactement ce qu'on a importé. Donc là, on est toujours évidemment sur l'import du sous-graphe lié au laboratoire pharmaceutique. Donc on a pris 10 entreprises. Et on est donc parti là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on fait d'abord? Alors comme d'habitude, on importe ce petit fichier, ce petit CSV ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on va vérifier? On va vérifier que quand je récupère, donc je vais d'abord commencer simple, je vais d'abord juste importer les pays. Donc je vérifie que les pays insérés dans le graphe, triés par code, par ordre alphabétique, c'est bien la France et les États-Unis. J'ai 10 entreprises. Mais je n'ai pas envie d'avoir 9 nœuds France et un nœud États-Unis, évidemment. J'ai envie d'avoir qu'un seul nœud pour chaque. Donc voilà, on a notre test, on est content, il est rouge. On va donc faire l'implémentation minimale. Donc dans le code de l'importeur, qu'est-ce qu'on va faire? Donc le unwind va en gros nous dérouler chaque ligne de notre CSV. Donc dans le cas présent, 10 lignes. Et pour chaque ligne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un merge. Donc comme Aaron l'expliquait, merge, ça permet de créer le pattern s'il n'existe pas ou ne rien faire potentiellement. Donc dans notre cas, qu'est-ce qu'on fait? Bon, sachant qu'en fait le code a changé un petit peu depuis la dernière fois, mais on va créer le nœud pays avec le code associé et le nom que s'il n'existe pas déjà. C'est pour ça que dans le test, on n'a bien qu'un seul nœud France et un seul nœud États-Unis et pas 9 et 1. Donc là on est content, le test passe, on enchaîne du coup sur les villes. Donc d'abord juste insérer les villes. Donc de la même façon, on va regarder les nœuds de type ville et regarder ce qu'on récupère. Donc le test est rouge, on implémente, donc on continue notre requête. Donc vous voyez d'ailleurs j'ai modifié le code cette fois. Et donc notre requête d'import elle va augmenter un petit peu. Cette fois on va aussi insérer les villes. Et de la même façon si les villes existent déjà, donc si on a 2 sociétés dans la même ville, on n'a pas envie d'avoir 2 villes, on veut avoir qu'un seul nœud pour cette ville. D'où encore une fois l'utilisation du merge, ce qui est très courant sur les imports en général. Donc on est content, on a inséré les villes, maintenant on est quand même sur un graphe, donc on a envie de lier ces villes, donc la ville appartient à un pays. Donc on va vérifier toujours via une requête Cypher que les villes, on veut récupérer le graphe, donc le chemin donc entre les villes et les pays, retourner les paires, donc le code du pays, le nom de la ville. Donc là j'ai un petit peu tronqué les résultats, mais on vérifie bien qu'on a bien l'association qu'on attend. Donc la requête continue, voilà, on crée le pattern qu'il faut. Donc là, à ce stade, de toute façon, on est sûr que la ville n'a été créée qu'une fois et le pays aussi. Donc si la relation n'existait pas, il la crée, sinon il ne fait rien. On continue, on veut les adresses. Donc de la même façon, on va regarder les adresses, etc. On va les ajouter dans le graphe. On va regarder le lien entre les adresses et les villes. Donc du coup, une adresse est reliée à une ville est reliée à un pays. C'est avec cette chaîne-là qu'on peut reconstituer l'adresse complète, parce qu'on est sur un graphe, donc on modélise ça comme ça. Donc de la même façon, on va récupérer le chemin juste entre l'adresse et la ville et vérifier qu'on a bien les associations qu'on attend. Il y a les secteurs d'activité, donc c'est un peu pareil. Secteurs d'activité, il y a des codes et des noms, donc vérifier qu'on les importe bien. Les labs, enfin, ça y est, on y arrive. On arrive enfin au laboratoire pharmaceutique, donc pareil, l'import unitaire, voir qu'il fonctionne bien. Donc on notera les petits jeux de mots magnifiques, high-tech care, c'est très mignon. On continue, donc on importe les laboratoires pharmaceutiques de façon unitaire. Et cette fois, bon là, on en avait un petit peu marre de ces allers-retours entre nos tests et notre implémentation. Cette fois, on s'est dit, bon ok, allez, cette fois, on va relier d'un seul coup les laboratoires à leur secteur d'activité et à leur adresse. Donc juste à l'adresse, parce que rappelez-vous que l'adresse est liée à la ville est liée au pays, donc il n'y a pas besoin de faire tous les liens entre les laboratoires et le reste, juste le lien à l'adresse suffit. Donc là, on vérifie un long chemin pour vérifier que notre laboratoire est bien localisé à une adresse dans un secteur d'activité. On vérifie qu'on a bien l'association qu'il faut.
Donc voilà notre requête d'import finale. Donc on est content, on a importé le sous-graphe des laboratoires. Bon, en revanche, dans la vraie vie, on n'a pas juste 10 lignes de CSV, on en a un peu plus. Du coup, on s'est dit, on va essayer d'être un peu intelligent. Si on a des millions et des millions de lignes, on n'a pas envie d'avoir une transaction. Donc Neo4j est une base transactionnelle. Hein. On n'a pas envie d'avoir une transaction avec 6 millions de lignes montées en mémoire, parce que potentiellement une, ça va être très lent, voire ça va cracher parce qu'il n'y a pas assez de mémoire. On va se taper une out of memory error. Donc, plutôt que de faire, pour éviter ce problème-là, on s'est dit, on va batcher, c'est-à-dire on va regrouper par lot de 500 ou 1000 lignes à chaque fois, créer une transaction pour ces 500 1000 lignes et insérer comme ça. Donc on va y aller par lot plutôt que d'y aller d'un seul coup et potentiellement planter en plein milieu. Donc ça se teste évidemment. Donc qu'est-ce qu'on fait? Cette fois, on change le paramètre, ce qu'on a appelé commit period, c'est en gros à quelle fréquence de lignes, après combien de lignes je commit ma transaction à chaque fois. Et donc là, on a décidé, vu qu'on a 10 lignes de CSV, on s'est dit, après 2 lignes, à chaque fois, je vais committer la transaction et en ouvrir une nouvelle. Et c'est pour ça qu'on s'attend à avoir 5 commits dans le cas présent. Donc ça, comment on a fait? En fait, il y a une petite classe qui est assez sympathique, qui s'appelle Transaction Event Handler, qui permet d'écouter des événements au niveau kernel de Neo4j, et ça permet notamment d'avoir tous ces événements ici. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est une fois que le commit de la transaction est effectué, qu'est-ce qu'on fait? On va incrémenter un simple compteur. Donc là, certes, c'est du code Kotlin, mais c'est des API Java. Et on va se contenter de retourner le compteur à la fin. Et donc ça nous permet d'observer chaque commit de transaction et vérifier qu'elles ont eu lieu. Donc comme ça, on est sûr qu'on n'a pas une seule transaction qui va partir en out of memory quand on fait des gros imports. Donc, on a notre sous-graphe de laboratoire, on a développé l'API, là on ne vous l'a pas montré parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel dessus. Et donc maintenant l'idée, ça va être d'essayer de lier ces laboratoires pharmaceutiques aux médicaments dont ils sont titulaires. Passe le truc. Du coup, en fait, comme on vous a montré, dans la première base DataLab qu'on a trouvée, il n'y avait que les entreprises et les dons qu'ils ont fait. Donc on a cherché un petit peu, et comme par hasard, nous on travaillait chez Vidal, donc on connaît un petit peu le secteur, et on a regardé directement chez l'ANSM. L'ANSM, c'est l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui elle fournit une base de données avec l'ensemble des médicaments et potentiellement leur laboratoire. Donc on s'est dit, c'est cool, c'est l'État, ils se parlent entre eux, etc. On a juste à intégrer les trucs et ça va bien marcher. Manque de peau. On a glissé directement dès le premier coup. Et l'ANSM a des laboratoires dans un format et l'État Lab a des laboratoires dans un format. Ce qui prouve que tout le monde parle entre eux et qu'on communique bien. Du coup, il y a eu plein de solutions qui émergent. C'est soit on récupère Lucene, on utilise Lucene qui est déjà embedded dans Neo4j, ce qui utilise Elasticsearch aussi, si je ne me trompe pas. Chose qui est un peu lourde, ou utiliser Elasticsearch, pas par Elasticsearch, hein, je parle de... Ok, donc, ou utiliser Elasticsearch à côté, sauf que ça sera un peu lourd pour nous, du solaire, utiliser directement Epoch, où il y a des procédures stockées ou des fonctions qui peuvent faire des trucs pour nous, ou bien do it yourself. C'est ce qu'on a utilisé, c'est Keep Calm and do it yourself. Et pour faire ça, comment on a fait? Stack Overflow. On a demandé comment on pourrait faire ce truc-là, etc. Et voilà. Ils nous ont dit, il y a un truc qui s'appelle Sorensen Dice Coefficient, okay, qui calculerait la distance en fait, entre deux mots, la similarité entre deux mots. En fait. Ça ferait comme d'autres algorithmes, Levenstein ou autre chose, mais celui-là, il est beaucoup plus simple à implémenter, il pourrait faire l'affaire. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça nous sort un score en se basant sur le nombre de digrammes communs et en divisant en fait par la somme des digrammes de chaque. Si on prend un exemple très simple entre bois vert et bois ça, comment il va calculer ça? Il va diviser en bigrammes, comme ça, juste les bigrammes consécutifs, BO, OI, S, etc. Et il va calculer le truc. Il va dire, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, donc ça sera ici. Voilà, c'est sur le nombre en fait, c'est les 6 plus 4, c'est le nombre en fait de bigrammes. Et en haut, combien il y en a qui match. Okay, donc c'est 3,
Fois 2, divisé par 10, ça se fait 60%. C'est un peu compliqué de regarder ici, mais... Et du coup, comment on a fait pour implémenter ça? Maintenant qu'on a notre algorithme très naïf, on a dit tout à l'heure que Neo4j nous permettait d'étendre Neo4j en ajoutant des procédures et fonctions stockées. Donc, premier truc, c'est d'écrire directement la procédure stockée ou la user-defined function et la mettre directement dans notre Neo4j. Vas-y. Donc l'idée, quel que soit, en fait, il y a beaucoup de types d'extensions. Donc historiquement, il y a ce qu'on appelle des unmanaged extensions, qui sont des points d'API qu'on peut greffer à Neo4j, qui sont encore utilisés aujourd'hui. Il y a des serveurs plugins qui permettent d'écouter certains événements pareils. Depuis Neo4j 3.0, il y a les procédures stockées. Depuis 3.1, les user-defined functions. Depuis 3.2, les user-defined aggregation functions. Nous, ce qui nous intéresse, c'est une fonction simple, dans la mesure où on a juste des inputs et on donne toujours la même similarité si les inputs sont les mêmes. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'on fait? On écrit ça dans un langage de JVM, on package un jar et on le déploie dans un emplacement spécifique dans votre distribution Neo4j. Vous redémarrez votre base et votre extension sera disponible. Donc ça, c'est sympa. La petite douleur liée à ce protocole, entre guillemets, à cette façon de faire, c'est que si vous faites des petites erreurs d'inattention, vous en rendez compte qu'au moment du déploiement, ce qui peut être un petit peu dommage. Quand je parle d'erreurs d'inattention, si je vous montre un peu à quoi ressemble une user function de base, donc là on est sur du code Kotlin, mais en Java c'est exactement pareil, simplement des méthodes annotées et nommées d'une certaine façon, avec des paramètres eux-mêmes annotés. Il faut faire bien attention que chaque type de paramètres, le type de retour, etc., sont bien compatibles avec les types supportés par les extensions, etc. etc. Donc quand on commence, on peut assez facilement oublier la notation ici, on peut se tromper de type, etc. Donc ça, c'est là où on commence à perdre du temps et à se dire zut, c'est au moment du déploiement où je me rends compte que j'ai oublié une annotation, ce qui est un petit peu dommage. Mais évidemment, on ne va pas vous laisser dans la panade comme ça. Il se trouve que depuis peu, j'ai écrit un compilateur entre guillemets qui va scanner, donc un annotation processor, pour ceux qui sont intéressés par comment c'est implémenté, et qui a été intégré à Neo4j depuis, qui va vérifier ça à la compilation. Alors si vous êtes en Java, pour le coup, c'est un peu plus simple pour une fois. Vous droppez cette dépendance-là et automatiquement, il va regarder vos extensions et vérifier qu'elles sont bien formées. En Kotlin, malheureusement, c'est pas encore aussi simple, parce que c'est de l'annotation processing, il y a un petit peu plus de purée d'XML. Donc encore une fois, pour ceux qui aiment Gradle ou autres, désolé, j'aime bien Maven. Et donc si vous voulez regarder un peu plus en détail sur les vérifications que ça fait pour vous, n'hésitez pas à regarder. En tout cas, l'avantage maintenant, c'est que à partir du moment où ça compile, ça veut dire que votre user-defined function a de grandes chances d'être valide et d'être déployable. Donc dans notre cas, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris notre formule mathématique de tout à l'heure et on l'a juste implémenté via une user function, donc qui prend nos deux inputs. En l'occurrence, le premier input et le deuxième, pour vérifier la similarité entre les deux. On ne s'est pas embêté, on a pris un double. On normalise. Si c'est les mêmes mots, dans ce cas-là, de toute façon, on a une similarité de 100%. Sinon, on commence à compter les digrammes de chaque et vérifier à la fin que le nombre de matchs multiplié par 2 divisé par la somme des deux, ça nous donne le score qu'on a attendu. Donc voilà, encore une fois, c'est pas de la rocket science, c'est pas très compliqué. Et ce qui est cool, c'est que sans trop s'embêter, donc merci Stack Overflow encore une fois, on a quand même 83% de matchs. Donc on a réussi à matcher 83% des labos entre le dataset de la NSM et le dataset de TALab. Donc dans les 2-3 semaines pendant lesquelles on a travaillé, finalement le premier résultat n'était pas si mal. Donc on s'est contenté de ça. Après on n'a pas vérifié que les matchs étaient corrects. Donc on a peut-être encore des surprises, mais bon. Vous avez matché les noms ou les adresses? Les noms. On a matché sur les noms. Et ce qui est sympa avec Neo4j Harness, parce que du coup maintenant qu'on a cette extension, on veut l'utiliser, et notamment dans nos tests, parce qu'on fait du test driven development, simplement on récupère la petite dépendance et on déclare avec notre Neo4j rule fourni par Neo4j Harness, tiens en fait aussi j'ai besoin de ma petite extension ici. Et c'est aussi simple que ça, et on peut commencer à l'utiliser dans les tests. Donc dans notre cas, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, si on regarde l'import des médicaments, parce que c'est quand même la user story qui nous intéresse, c'est pas juste de regarder sur Stack Overflow des algorithmes de similarité. On va importer les drogues par rapport à leur code CIS. Donc code CIS, c'est un code de spécialité, c'est un code technique standardisé pour les médicaments. Donc si elle n'existe pas, on va ajouter son nom. Si elle existe déjà, on ne fait rien. Ensuite, on va commencer à itérer sur les laboratoires associés à ces médicaments. Donc rappelez-vous, les laboratoires de la NSM.
Donc c'est là où ça se complique un peu, c'est que on veut calculer la similarité. Alors, encore une fois, là c'est une approche pas optimale, mais on n'a pas pris le temps de faire mieux. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On va matcher tous les labos qui ont déjà été insérés, donc il faut comprendre les labos pharmaceutiques de l'ETA Lab, calculer la similarité de ces labos avec chacun des laboratoires du médicament qu'on est en train d'importer. Donc c'est ce qu'on fait ici en fait, c'est là vous voyez qu'on appelle notre procédure, notre petite extension Cypher ici. Donc ça nous donne un score de similarité. À partir de là, ça se complique un petit peu, on va s'intéresser qu'aux laboratoires dont la similarité est pertinente. Donc on a décidé plus ou moins arbitrairement 80%. On s'est dit si c'est similaire à 80%, on peut supposer que c'est le même laboratoire. Donc, si donc là en l'occurrence c'est paramétrable, hein, mais on l'a hardcodé à 80%. Donc on choisit tous les labs au-dessus de 80% de similarité ETA Lab avec les laboratoires de la NSM. Et si c'est le cas, du coup, on va ordonner par similarité du plus grand au plus petit et on va se limiter au lab le plus pertinent. Donc avec ces quelques lignes, donc je vais un peu vite, hein, mais qu'est-ce que ça fait? Ça va vous choisir le lab le plus pertinent au-dessus de 80% de similarité s'il existe. Et donc ensuite, alors je vais revenir en détail un peu plus sur ce for each un petit peu bizarroïde. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc si on a un labo, un labo au sens ETA Lab, on va le relier à la drogue. Sinon, on va prendre le laboratoire de la NSM avec les informations minimalistes. Donc on ne s'est pas embêté, on n'a pris que le nom dans ce cas-là. Donc là, on n'a plus toutes les infos de localisation à base d'adresse, secteur d'activité, etc. Et on va aussi le relier à la drogue. Alors, petit détail, c'est quoi ce for each? En Cypher, qui est un langage déclaratif, qui n'est pas un langage impératif, on dit ce qu'on veut trouver, on ne dit pas comment en général, il n'y a pas de if. Alors comment on fait un if quand on n'a qu'un for each? Alors c'est là où c'est rigolo. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Donc notre condition en tant que telle, elle est là. Donc ça c'est si j'ai un laboratoire pertinent au-dessus de 80%, c'est ça que ça veut dire. Si j'ai un labo ETA Lab, alors je vais itérer sur une collection à un élément, sinon sur une collection vide. Et itérer sur une collection vide, ça revient à ne rien faire. Et donc vu que j'itère sur une collection à un élément, j'ai la garantie que le petit code qui est ici va être exécuté une fois, sinon 0 fois. Donc ça revient exactement à faire un if. Ça fait un peu mal à la tête, ça fait un peu mal au cerveau, mais une fois qu'on l'a fait 2 ou 3 fois, on commence à se familiariser. Puis alors ce qui est sympa du coup, c'est que le else, c'est quoi? C'est exactement la même chose, c'est juste que la condition est exactement inverse. Donc là c'est si j'ai pas de lab, alors je fais un laboratoire avec juste l'information du nom et je le relie à la drogue. Donc on enchaîne. Donc là, à partir de là, ça y est, on montre un petit peu l'API cette fois. Donc on ne s'est pas embêté, on a pris du Spring MVC de base. Donc on veut retrouver tous les laboratoires qui commercialisent un médicament. Le repository, donc on aurait pu faire autrement, on a fait un repository à la main, à savoir retrouver tous les laboratoires qui sont titulaires d'un package. Donc un package, en gros, c'est la forme commercialisée d'un médicament. Éventuellement, si on a réussi à le matcher à un labo ETA Lab, on retrouve toutes les informations de localisation et on retourne tous ces labos. Donc voilà, donc là, on a notre implémentation de repository, on expose ça dans l'API et on est content. Et à partir de là, on va commencer à faire des choses plus amusantes. Alors là, on a un gros code qui fait peur, mais en gros, c'est là où on importe les dons. Donc ça, c'était la user story précédente du backlog. C'était trouver les médecins ayant un lien avec un laboratoire, le lien étant les dons de ces laboratoires à ces médecins. Donc on a notamment les professionnels de santé, leur spécialité médicale, et l'année à laquelle ils ont reçu les dons et de quel type. Est-ce que c'est des types transport, restaurant, etc., etc. Donc, ce qui fait que tout ça, on va avoir le réseau entre les professionnels de santé et les laboratoires qui les ont un peu arrosés, si vous me passez l'expression. Et donc on s'est dit, tiens, on peut faire un truc rigolo, c'est pour une année donnée, donc là c'est notre petite API, pour une année donnée, quels sont le top 3 des professionnels de santé qui sont fait le plus arroser. Là encore, c'est pas trop. Une fois qu'on a en fait le plus compliqué dans notre projet, dans notre petit produit, là, c'était d'importer les données. Une fois qu'on les a, c'est assez simple. On se balade dans le graphe. Donc on garde la date. Donc là, on déroule toute la date. Donc l'année, le mois qui est relié à l'année, le jour qui est relié à l'année, le don qui a été fait à une certaine date et d'un certain type. Et ensuite trouver pour ce don qui l'a donné et qui l'a reçu. Et à partir de là, on va agréger la totalité des montants des dons pour ce professionnel de santé,
et tous les laboratoires. Donc ça, c'est une agrégation, et on va agréger aussi tous les laboratoires qu'on donnait à ce professionnel de santé. Et à partir de là, on va simplement ordonner par ordre décroissant la totalité des dons. Donc si quelqu'un a reçu 1 500 € en resto, en transport, etc., bah, il sera en numéro 1, etc. Et on se limite à 3. Donc c'est comme ça qu'on récupère notre top 3 des professionnels de santé qui ont reçu le plus de dons des laboratoires pharmaceutiques. Et c'est là où on peut commencer à voir, notamment, imaginez que vous voyez dans l'actualité qu'il y a un scandale avec tel médicament et qu'un des médecins prend la parole pour dire mais non, il n'y a pas de problème, et que vous vous rendez compte qu'en fait il faisait partie des top 3 des professionnels de santé qui ont reçu le plus de dons de ces laboratoires-là, là vous pouvez commencer à vous poser des questions. On dit ouais, ok, c'est peut-être pas, il y a peut-être une petite intention derrière ces propos. Donc maintenant qu'on a parlé du produit, donc on a fait quelques user stories, on n'est pas forcément, c'est un MVP encore une fois, on a fait juste quelques API. Marwan va vous parler un peu des différentes options de déploiement, parce que maintenant on veut quand même passer en prod. On va y aller très vite parce qu'on a presque dépassé notre temps. Donc c'est soit vous faites vous-même, do it yourself, et vous suivez l'instruction, le manuel, ça va marcher, ou bien vous déployez sur Azure ou bien sur Kubernetes. Là, il y a GraphNDB en fait qui vous fournit, vous pouvez avoir un compte gratuit, avoir une base de données dessus avec un nombre limité de nœuds, ok, et vous regardez pour Heroku. Point final, c'est que Florent, il travaille chez Pivotal et chez Cloud Foundry, ils sont en train de faire un petit truc pour Neo4j. Je lui laisse. Alors, je promets pas de date, hein, parce que encore une fois, c'est un travail de longue haleine, mais on est en train de travailler effectivement sur une intégration de Neo4j dans Cloud Foundry. Ce qui peut être aussi intéressant quand vous voulez vous lancer sur Cloud Foundry, alors pas forcément pour un projet, mais juste pour découvrir, il y a Neo4j Sandbox qui existe, donc je vous invite à regarder sur Google, vous retrouverez comment avoir une instance de Neo4j sans installation sur votre poste. Ça va en gros démarrer un serveur Neo4j quelque part et vous pouvez commencer, vous avez différents datasets préconfigurés. Donc vous pouvez commencer à explorer un peu la data, vous familiariser avec Cypher. Et voilà, en tout cas pour Cloud Foundry, j'aurais bien aimé faire une démo aujourd'hui, mais malheureusement ça prend pas mal de temps, donc ce sera pour plus tard. Donc on est parti effectivement, comme l'a dit Marwan, sur GraphNDB, qui permet assez simplement, donc soit sur Heroku, soit sur Amazon, donc là c'est sur Amazon, de démarrer une base de données. Donc il y a des plans gratuits, il y a des plans payants. Donc nous, du coup, on avait pas mal de data, plus de 5 gigas de data. Au final, on a choisi un plan payant. Ce qui est sympa, c'est qu'ils permettent assez facilement, donc là on l'a fait au Clicodrome, on n'a pas automatisé les déploiements parce qu'on n'avait pas le temps, on peut ajouter nos procédures, donc rappelez-vous qu'on a quand même besoin de cette procédure de similarité lors de nos imports. Donc ça, du coup, on l'a uploadé aussi sur notre serveur. Et du coup, voilà, ça y est, on est arrivé en prod avec un produit assez intéressant, dans la mesure où on a eu pas mal de petites embûches qu'on a résolues au fur et à mesure. Donc il y a évidemment plein d'autres choses qu'on aurait pu continuer à faire. Sur l'import, je vous ai dit, par exemple, le calcul de similarité, on le fait à chaque fois et on ne le fait pas globalement à la fin, donc ça, c'est pas complètement optimal. Potentiellement, pour essayer d'être un peu plus malin et paralléliser l'import, alors il faut faire attention, parce que quand vous créez des relations, ça va poser des logs sur les nœuds. Donc ce que vous pouvez paralléliser, c'est par exemple l'insertion des nœuds en tant que tel, à voir si on pourrait gagner beaucoup. Sur les API, vous avez vu qu'on a fait quelque chose de très simple, hein, des contrôleurs Spring MVC, des repositories faits maison avec l'implémentation. Il se trouve qu'il y a Spring Data Neo4j qui existe, qui fait un peu Object Graph Mapping, c'est un peu le JPA/Hibernate pour Neo4j, pour aller très vite. Maintenant qu'on a le dataset, en fait, les possibilités sont quasi infinies. On peut commencer à jouer sur tous les algorithmes fournis de base dans Neo4j, donc trouver le plus court chemin, par exemple. Dit tiens, je connais tel labo, je connais tel médecin, est-ce qu'ils sont reliés? Est-ce qu'il y a un chemin quelconque entre eux? Là, vous commencez à avoir des choses intéressantes. On peut aussi parler de géolocalisation. Vous voyez que là, on a fait un graphe de façon assez naïve avec les adresses dans les villes, dans les pays. Il y a des formats standards de géolocalisation qu'on aurait pu utiliser pour avoir des calculs de polygones, etc., trouver qui est proche de qui. Et enfin, ce qui est sympa, c'est que j'ai appris hier en discutant avec Michael, qui est caché là-bas, qui travaille chez Neo4j. Il y a un grand effort aujourd'hui côté Neo4j pour pousser un peu une stack technique autour de GraphQL et Neo4j sur le back-end. Et vous prenez votre base de Neo4j, vous prenez une extension, donc là c'est une unmanaged extension, donc un petit jeu d'API supplémentaire, il va scanner votre base et vous aurez gratuitement une API GraphQL que vous pouvez consommer. Donc ça c'est assez sympa et je vous invite aussi à regarder groundstack.io qui détaille un petit peu la stack complète avec du React, du Neo4j, du GraphQL. Et donc, merci à tous. Vous pouvez retrouver le code, parce qu'on a vraiment codé le truc, hein, c'est pas juste du slideware, c'est juste qu'on... Allez, soyons fous, Marwan est parti.
On va voir si les dieux de la démo sont avec nous. Donc oui, on a vraiment le dataset, on a vraiment les API. Donc on a 6 millions de nœuds, aujourd'hui, puisqu'on a notamment 6 millions de dons entre les médecins et les labos. C'est le plus gros ensemble de data qu'on a importé. En gros, si jamais on découvre le graphe comme si on l'écrivait, vas-y, merci. Donc on voudrait bien matcher par exemple un laboratoire, les laboratoires. Okay. Là, avec ça, c'est Neo4j Desktop qui vient de sortir, qui fait de l'autocomplétion, chose qui est pas mal du tout. On retourne, par exemple, juste, on va limiter à 100, parce que sinon... Là, il va nous envoyer, en fait, l'ensemble des graphes. Okay. Là, vous pouvez soit y aller au clicodrome, bouf, et là, ça va vous montrer, en fait, tout ce qu'il y a avec, etc. Vous pouvez naviguer dans votre graphe comme ça. Sinon, nous, on ne va pas le faire, parce que... Là, vous retrouvez toutes les autres entreprises du même secteur d'activité, par exemple. Donc, supposons qu'on veut même pas parler de relations telles quelles, on va dire juste toutes les sociétés en fait, qui sont reliées à des nœuds bénéfices, okay, qui ont donné de l'argent. On va retourner les sociétés et les bénéfices qu'ils ont fait, hop, et là, on va en trouver. Quand même, eux, ils ont donné pas mal d'argent, quoi. Donc là, on voit que, ça, ils ont donné 300 € pour quelqu'un, je sais pas pour qui, mais on peut regarder qui c'est pas le but. Et du coup, on pourrait directement arriver en fait avec notre graphe. Et comme vous voyez, c'est je pars d'un nœud de départ, telle compagnie, je vais pas la nommer, qui a donné tel bénéfice à telle personne. En fait, je vais donner le health professional, ok. Et je veux récupérer cette personne-là parce que c'est de ça dont j'ai besoin, quoi. Et puis voilà. Donc là, vous pouvez naviguer directement dans votre graphe et là, vous avez tous les noms des médecins avec la relation avec le labo, combien ils ont récupéré. Lui, il a récupéré pas mal d'argent, 2266 € quand même, et qui sont liés à telle société. Et là, vous pouvez creuser encore plus juste en partant en fait de requêtes très simples. En fait, vous pouvez après les orienter, rajouter vos labels, comme vous avez bien en fait designé votre graphe. Et vous pouvez découvrir le jeu de données comme ça. C'était le même cas en fait pour Panama Papers. Là, une société a aidé les journalistes à modéliser leur jeu de données. Les journalistes, ils ont appris en fait à naviguer dans le graphe, comme dans la vraie vie, comme ça, ils ont pu éclater ces scandales en fait. Donc c'est un petit peu comme ça. Oui, en gros, ils ont modélisé les réseaux de sociétés offshore, ils ont lié aux personnalités, donc je sais pas, le Premier ministre de l'Islande qui a dû démissionner, etc. Tout ça via Neo4j qui aide vraiment à découvrir et naviguer dans la data. Donc encore une fois, vous pouvez voir le code qu'on a fait sur GitHub. Et donc oui, aussi petite page de pub, parce qu'on a un copain à nous qui a travaillé sur la deuxième édition de Learning Neo4j 3.x. Donc si vous voulez le lire, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Ouais. Et avant de passer aux questions, ouais, on a formalisé enfin, on a pris le temps de matérialiser un peu notre relation de travail autour de Neo4j. Donc petite page de pub, on se permet. Donc si vous êtes intéressé pour apprendre plus sur Neo4j, donc une partie spécifique ou pas, on peut faire des ateliers, on a déjà des ateliers de près sur Cypher, on donne des formations depuis un certain temps. Donc n'hésitez pas à nous recontacter de toute façon. Et donc sinon, merci à tous, n'hésitez pas si vous avez quelques questions et à vous servir en sticker en sortant. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pour gagner des stickers. Ah, il n'y a plus de livres à gagner, mais vous avez le droit de poser des questions quand même. Ou vous avez faim aussi. Un dernier merci à mon épouse qui a vraiment tenu à ce que j'assiste, parce que j'allais changer mon billet pour ce matin. Un grand merci et félicitations à elle. Donc, voilà, merci beaucoup. Donc, merci pour la présentation. Une question, est-ce que Neo4j, est-ce qu'il marche bien pour les systèmes transactionnels? On a plusieurs transactions. Alors, de base, Neo4j, tout seul, il est transactionnel. Il y a eu un temps, mais plus maintenant, dans Spring Data Neo4j, le support de transactions entre différents datastores. Il se trouve que c'est très compliqué. Donc, si vous avez une transaction qui implique plusieurs datastores, un conseil, essayez de faire autrement, parce que c'est quand même très galère, et puis de toute façon, ça ne scale pas vraiment. Donc oui, Neo4j en isolation,
gère les transactions. Mais essayer d'avoir des transactions qui sont sur plusieurs datastores, c'est très compliqué. Et même le support qui a existé un moment sur Spring Data Neo4j a disparu, et pour des bonnes raisons en l'occurrence. Donc voilà, vaut mieux essayer de trouver une alternative plutôt qu'essayer d'avoir une transaction sur 50 datastores différents, c'est trop compliqué. D'autres questions? Voilà. Bah écoutez, merci et bon appétit.